Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine de Dev Café. J'espère en tout cas que votre week-end s'est super bien passé et que vous êtes donc prêts pour vous relancer dans une nouvelle semaine. Alors de mon côté, j'en ai profité pour me reposer un tout petit peu, mais quand même, j'ai publié une vidéo qui revient sur les annonces que Google n'a pas fait pendant le Flutter Forward. En gros, ce sont plein de petites infos que j'ai trouvées à droite et à gauche et que je vous ai donc compilées. Du coup, n'hésitez pas à voir la vidéo si besoin et comme d'habitude, c'est dans le petit i en haut à droite. Mais aujourd'hui, place à un Dev Café bien normal, puisqu'on va voir ce qui a marqué l'actu de ces derniers jours autour du mobile. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez être servi, que vous aimiez Android, iOS, le cross-platform ou tout à la fois en réalité. Vous allez donc être servi avec ce numéro 124, et oui, le temps passe très vite. On commence par Apple qui va faire évoluer les tarifs sur l'App Store à la mi-février, non pas pour accroître ses marges, mais plutôt pour refléter les évolutions fiscales qu'il y a eu dans de nombreux pays. Alors concrètement, dans des pays comme le Royaume-Uni, la Hongrie ou la Norvège, les prix vont augmenter. Par exemple, sur le premier palier, on va passer de 79 centimes de livres sterling à 99 centimes. En revanche, les tarifs baisseront en Ouzbékistan car la TVA va passer de 15 à 12%. Mais bon, quand je vous ai dit qu'Apple ne faisait que suivre les évolutions, c'est pas tout à fait vrai, car par exemple au Luxembourg, la TVA va baisser de 17 à 16%, mais là les tarifs ils vont rester inchangés, pareil à Singapour ou au Zimbabwe. Pour le détail précis des changements, je vous invite à aller voir la grille tarifaire, car avec 175 déclinaisons multipliées par le nombre de paliers, j'aurai de quoi ravir les comptables et les amateurs de fichiers Excel, mais je crois pas que ça soit vous. Allez, on passe maintenant chez Google avec plusieurs sujets. Le premier concerne Android, où une nouvelle bibliothèque est à disposition pour afficher un picker d'emoji. La raison, c'est tout simplement que d'un constructeur à l'autre, toute la bibliothèque des emojis n'est pas forcément disponible complètement. Là au moins, le problème sera résolu avec cette lib. Alors pour l'heure, c'est une version alpha, et pour l'avoir testé autant sur l'émulateur que sur le téléphone, j'ai pas tous les emojis qui s'affichent. Ah bon, on va mettre ça sur le fait que ce soit une nouveauté. Ensuite, un sujet un peu plus intéressant puisque ça concerne l'Union Européenne contre Google sur la thématique du manque de transparence autour des achats. Alors il est beaucoup question de Google Hotel, Google Flight, mais aussi de la boutique Google Store pour acheter des téléphones, mais surtout le Google Play va aussi devoir faire beaucoup de changements, et bien sûr je vais m'attarder uniquement que sur le Google Play. Alors aujourd'hui quand on a un compte Google, il est lié à un pays et on ne peut donc avoir que les applications et les jeux qui sont liés à ce pays. Par exemple, moi mon compte Gmail perso, il est considéré comme étant aux États-Unis, et je peux donc télécharger uniquement les applications américaines entre guillemets, sans pour autant avoir besoin d'un VPN. En revanche, même si je suis en France, je peux pas voir les applications qui sont disponibles qu'en France. C'est donc une restriction qui est en fonction de l'adresse qui a été donnée, et non pas basée sur la géoloc. Et vu que ce n'est pas très clair, l'Union Européenne demande donc à Google de clarifier ce point-là, en expliquant clairement aux utilisateurs comment il faut faire pour pouvoir changer de version du store. Google doit aussi s'assurer que sur la version web, on puisse aussi bien accéder aux applications des autres pays, des autres déclinaisons du store, mais ça si je me trompe pas, c'est déjà le cas aujourd'hui. En revanche, Google ne veut pas changer son système basé sur l'adresse, a priori ça plaît pas à l'UE, mais vu qu'il ne s'agit pas d'un procès, ils ne peuvent pas les contraindre à ce point-là. Toujours côté consommateur, les informations pour pouvoir contacter le support devront clairement être mises en avant, ce qui n'est pas très clair aujourd'hui d'ailleurs. Pour les achats in-app maintenant, la notion d'interopérabilité n'est pas suffisamment claire. On devrait donc voir apparaître sur les fiches des applications la version minimum d'Android nécessaire. En tout cas, quand je parle d'application, c'est bien sur le Google Play, sur les téléphones. Il devrait donc y avoir cette information alors qu'elle n'y est pas aujourd'hui. Et encore toujours sur les achats in-app, il n'y aura rien à faire de notre côté, mais le processus de remboursement n'est pas suffisamment clair en l'état. Donc a priori, il y aura désormais un écran dédié qui viendra s'afficher pour expliquer précisément le processus. Et toujours côté utilisateur, autre changement, Google doit veiller à ce qu'il soit toujours possible de payer avec un moyen de paiement depuis n'importe quel pays de l'UE. Alors je vais vous l'expliquer autrement. En gros, vous êtes en Allemagne, et vous avez le droit de payer avec une carte bancaire espagnole par exemple. Pour ce qui est des développeurs, c'est-à-dire donc nous, l'Union Européenne demande à Google d'informer les développeurs sur les obligations pour rendre les applications accessibles dans toute l'UE. Alors ça c'était quelque chose que je connaissais pas bien, mais si on lit bien ce qui est écrit, en fait toute application qui sort dans un pays européen devrait automatiquement l'être dans tous les autres pays, à moins qu'il y ait une restriction bien particulière. Et ça, j'étais absolument pas au courant de ça, du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était votre cas, et peut-être si vous avez des infos, n'hésitez pas à les écrire. Voilà dans l'ensemble les changements qui ont été demandés à Google. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un procès mais d'un simple dialogue entre l'Union Européenne et Google, il n'y a pas de date limite pour mettre tout ça en œuvre. Mais bon, on peut tabler sur les prochains mois car finalement les changements qui sont demandés, ils ne sont pas énormes. Allez, voilà tout pour cette page Apple et Google. On va ensuite poursuivre avec les frameworks cross-platform, mais avant ça, place aux actus en bref.
Alors que l'utilisation de Java était totalement gratuite pendant de longues années, Oracle a décidé de rendre l'utilisation de la version SE pour Standard Edition payante depuis 2018. Initialement, le prix était fixé à 2,50$ par utilisateur et par mois, avec une réduction selon le nombre d'employés. Mais ce tarif va complètement exploser puisque la semaine dernière, Oracle a annoncé qu'elle coûterait désormais 15$ par mois et par employé pour les entreprises de moins de 1000 salariés, avec des réductions ensuite. En début de mois, Intel avait annoncé mettre fin à HAXM, le moteur de virtualisation utilisé par Android sur macOS et Windows. C'est désormais effectif avec la version 7.8 qui est sortie vendredi dernier et qui clôturera le projet. Toutefois, pas d'inquiétude, Google utilise déjà des solutions de remplacement. Un bug plutôt cocasse s'est glissé dans la dernière version Android de l'application YouTube. En effet, la toute première vidéo a été publiée le 23 avril 2005, mais grâce à ce fameux bug, un utilisateur a réussi à uploader une vidéo datée du 5 avril 2005. YouTube a bien sûr indiqué qu'un correctif était en cours. Si vous recherchez un emploi, vous avez probablement entendu parler de la plateforme Welcome to the Jungle qui a réussi à dépasser les 30 millions de revenus récurrents en 2022. Elle a annoncé en parallèle avoir levé 50 millions d'euros pour accélérer son expansion à l'international, notamment aux États-Unis. L'Europe a son propre GPS nommé Galileo et après des déboires lors de son déploiement, la solution se démarque en passant au High Accuracy Service qui va lui permettre d'avoir une précision de 20 cm à l'horizontale et 40 cm à la verticale. Pour information, il y a de très fortes chances pour que votre smartphone utilise ce système. On reprend avec Ionic où une première version bêta pour la version 7.0 est disponible. Il y a pas mal de corrections de bugs et d'ajouts de nouvelles fonctionnalités d'ailleurs principalement autour des composants graphiques. Et finalement, la modification majeure concerne le support de Firefox qui bascule vers la version 70, c'est-à-dire une version qui est sortie en octobre 2019. Et si on suit historiquement les délais qui entre les premières versions bêta et celles stables, il faut attendre à peu près 4 ou 5 mois. On s'intéresse maintenant à l'univers Dart et Flutter avec pour commencer l'application Boursorama qui est désormais faite en Flutter et vous pouvez la télécharger sur Android et sur iOS. Ensuite, ServerPod qui est un framework pour concevoir des backends, il a pour particularité de vous générer tout le code Flutter pour appeler le serveur depuis le command Dart. Alors je vous avais déjà fait une vidéo découverte que je vous invite à aller regarder. Et finalement, après un faux départ début janvier, la version 1.0 sera lancée ce soir. Il y a d'ailleurs une vidéo keynote qui sera diffusée sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un rappel si ça vous intéresse. Mais bon, a priori, il ne devrait pas y avoir de surprise, en tout cas pas sur le contenu de la V1. Ensuite, je vous avais déjà parlé de Zap.Run la semaine dernière, qui est un IDE qui tourne dans le navigateur et qui peut exécuter des applications Dart et Flutter. Et la nouveauté de la semaine dernière, c'est que vous pouviez tester des dépendances sans avoir besoin de les installer directement chez vous. Et la nouveauté de cette semaine, c'est la possibilité d'ouvrir des GIST. Bon, ça vous allez me dire qu'on peut déjà le faire sur le Dartpad, mais il va surtout être possible d'ouvrir un repo Git, GitHub même plus précisément. Et l'avantage, c'est que vous pouvez directement pointer sur un dossier spécifique, par exemple le dossier example d'une bibliothèque. Pour ça, il suffit juste d'appeler l'URL que vous voyez juste ici. Par contre, le petit dommage, c'est qu'il n'y a pas d'extension Chrome pour faciliter cet appel, comme c'était le cas pour le lien avec les dépendances. Mais bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est à nouveau gratuit. Bon, pour finir ce Dev Café, on va évoquer des statistiques sur le multiplateforme, mais avant de commencer, suivez bien mes explications, car sinon on pourrait faire dire n'importe quoi aux chiffres. Déjà pour commencer, vous avez peut-être déjà vu ces stats de Statista publiées l'année dernière qui montrent que Flutter est en augmentation alors que tous les autres frameworks sont en recul. Alors plus précisément, le top 3 est constitué de Flutter, puis de React Native et enfin de Cordova. Sachant que ces chiffres sont issus du State of Developer Ecosystem de JetBrains de 2021. Alors dit autrement, ces chiffres représentent les outils cross-platform que les développeurs déclarent utiliser. Mais ils ne font pas forcément l'objet de publications sur les stores, et ça c'est important à noter. De notre côté, AppFigures vient de publier des chiffres qui viennent contredire tout ça, mais en réalité c'est pas du tout la même source de données. Cette fois-ci, il s'agit des applications qui ont été publiées sur l'App Store et le Google Play. Le premier graphique nous montre la répartition dans toutes les applications gratuites disponibles et avec les différents frameworks. En bleu vous avez iOS et en vert Android. Au final, on voit que le framework le plus utilisé c'est absolument pas Flutter mais Unity, car comme vous le savez, ce ne sont pas les jeux qui manquent, donc ils représentent 275 000 jeux sur les 755 000 qui en existent en général, donc en gros Unity représente un tiers des jeux. Vient ensuite Cordova, ce qui est plutôt étonnant, puis React Native, Flutter et Ionic, et finalement ce graphique il est totalement opposé aux conclusions précédentes, car il montre toutes les applications sur les boutiques d'applications et pas uniquement les nouvelles. Et dans la mesure où Cordova c'est le plus vieux, en quelque sorte il a l'avantage de l'âge. Ensuite, deuxième et dernier graphique, la proportion cette fois-ci des nouvelles applications non natives, c'est-à-dire cross-platform. Il y a plusieurs enseignements à en tirer là aussi. Le premier, c'est qu'en 2022, c'est en effet Flutter qui est le premier, suivi par Unity, React Native et Cordova. Et d'ailleurs, cette répartition, elle est similaire à celle de 2021. Donc finalement, ce chiffre, il rejoint plus ou moins l'enquête de Statista.
Mais si vous regardez bien, entre 2022 et 2021, les chiffres sont en baisse. Alors est-ce que c'est inquiétant pour autant? Alors oui et non. Oui, car il y a moins d'applications et de jeux qui sont publiés, ce qui marque une certaine maturité du marché, voire même peut-être un déclin. Et non, car ça veut dire que le marché devient en quelque sorte plus raisonnable en publiant plus des applications inutiles. Et surtout, cette baisse du nombre d'applications cross-platform suit la tendance des applications en général, qui elles aussi ont diminué. Donc si je dois vous résumer tout ça, en 2022, les nouvelles applications, elles utilisent principalement Flutter suivi par Unity et React Native, sachant qu'on reste toujours sur un nombre croissant de nouvelles applications, mais que le rythme il est moins élevé qu'en 2021. Voilà, j'espère que j'ai pu bien vous expliquer ces chiffres sans erreur, car on peut facilement leur faire dire n'importe quoi sinon. Et sur ce, on va s'arrêter là pour le Dev Café du jour, car on est aux alentours des 10 minutes, c'est normalement le temps que je me donne pour vous résumer les infos chaque jour. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à la partager autour de vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 7h sur cette même chaîne, et allez, bonne journée à toutes et à tous.